D'accord. Je vous propose de rentrer dans le cœur même de ce conseil municipal, à savoir le débat d'orientation budgétaire. Vous avez reçu un diaporama Vous avez reçu le diaporama qui avait déjà été exposé en commission des finances. On a légèrement des modifications, mais qui sont mineures, elles sont à la fin, on va les préciser. Donc le sommaire habituel de ce débat d'orientation budgétaire, donc on doit vous informer dans un premier temps du contexte à la fois international, donc ici on précisera plutôt le contexte européen qui est plus important pour nous au niveau économique, le contexte national ensuite, pour en arriver au contexte local, et enfin nos orientations budgétaires en fonction de ce contexte. Alors, un rappel, c'est cette diapositive, vous la retrouvez régulièrement dans le débat d'orientation pour rappeler ce que je viens d'exposer, l'utilité de ce débat et les objectifs, donc l'information sur l'environnement et ensuite la discussion sur les orientations. Donc, tout d'abord, le contexte européen. Alors, il faut dans un premier temps souligner qu'on essaye au niveau européen, les instances européennes essayent de retrouver un petit peu de confiance au niveau monétaire et ils ont ainsi lancé un programme d'achat de titres souverains afin de garantir un petit peu la dette des pays. La dette souveraine, ce sont les titres émis par les États afin de financer leur dette. Et pour qu'ils soient effectivement acquis par d'autres, notamment ici la Banque Centrale Européenne, il fallait décider au niveau européen de ce rachat de titres souverains. Donc c'est un élément important pour essayer de retrouver une confiance au niveau des marchés financiers notamment. Alors vous avez des prévisions de croissance. Alors les chiffres ici ont été légèrement modifiés ces derniers temps. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que la croissance pour 2013 au niveau européen sera faible. Si on présente pour la zone euro 0,3, on ne sait même pas si on atteindra ce seuil. Il faut donc suivre les évolutions futures. Alors l'objectif global d'ensemble l'année dernière, donc on avait essayé de présenter ce cycle, en fait, ce cercle vicieux, dirons-nous, essayer de voir un petit peu comment au niveau européen on essayait de retrouver un cercle vertueux. Donc l'essentiel de ce cercle, c'est d'essayer globalement pour les différents pays européens de réduire les déficits budgétaires afin d'avoir un retour à la confiance monétaire. Et on a vu juste avant que la Banque Centrale Européenne avait également essayé d'assurer cette confiance en faisant l'acquisition, en assurant l'acquisition des titres souverains, des dettes des États. Donc, une confiance retrouvée permettrait en fait au marché financier d'augmenter les accords des crédits auprès des entreprises, donc, afin de retrouver une croissance des investissements, ce qui permettrait d'alimenter les croissances. Et sans croissance, on ne peut pas donc avoir réduction du chômage. Donc avec cette augmentation de la croissance, parce qu'on dit généralement qu'en dessous d'1,5%, il est difficile de réduire le chômage. Donc essayer de retrouver une croissance permettant de favoriser l'emploi. Et après, vous avez le cercle, ça permettrait avec l'emploi d'augmenter les recettes fiscales, de réduire les déficits, retrouver donc un cercle vertueux. C'est un peu l'objectif affiché au niveau européen. Au niveau du contexte national, alors on est bien sûr, pour l'instant, on est tombé un peu par la dette. Donc il y a une dette qui est actuellement d'environ 1800 milliards d'euros, qui représente qui a augmenté depuis 2007 d'environ 50%. Donc il était important de prendre des mesures drastiques pour réduire cette dette. On peut également passer le graphique suivant pour montrer l'évolution
de la dette depuis 1978. Alors, cette dette est proportionnelle au PIB, puisque les Maastricht a fixé des critères, notamment au niveau de la dette des pays, à 60% du PIB. On voit que depuis 2002, ces 60% ont été dépassés. Et donc, on est arrivé désormais à un point où cette réduction est nécessaire. On peut également voir sur ce graphique que le stock de la dette doit être fonction également du PIB. Parce que si on regarde, notamment, il y avait un graphique, il y avait un graphique récent dans l'Ouest de France qui montre bien que la dette de l'Allemagne était la plus importante en Europe, mais ramenée au PIB, finalement, elle était inférieure à 60%. Donc cette dette doit être fonction du PIB, et c'est pour ça qu'on a bien créé un critère de 60% au niveau européen. Après le 60%, ça c'est des calculs plus savants au niveau européen. Alors on peut remarquer que cette dette, elle existe depuis plus de 30 ans. Je vous avais un schéma ici pour montrer que depuis même si on remonte à 1950, très peu de gouvernements ont présenté finalement des budgets en équilibre. Vous les avez tout là-haut, les deux, De Gaulle et Pompidou. Et depuis lors, on a pu présenter de budget en équilibre. Donc effectivement, la dette ne peut pas diminuer dans ces circonstances. Par ailleurs, pour essayer de relancer les investissements des entreprises, il y a eu la récente création de la Banque publique d'investissement qui permet également donc, de venir en aide donc, aux entreprises par le biais de prêts. Donc une Banque publique d'investissement qui sera dotée d'une capacité de 42 milliards pour accorder des prêts ou des garanties. C'est parfois aussi important pour les entreprises. Donc l'objectif, c'est de financer essentiellement les petites entreprises, les PME, les très petites entreprises ou de taille intermédiaire. Donc vous avez pu voir récemment cette création. Alors au niveau des hypothèses retenues par la loi de finances pour l'année 2013, donc une croissance de 0,8%. Pour 2012, elle était prévue à 1%, mais elle ne sera que de 0,2 voire 0,1%. C'est pour ça qu'il a fallu trouver des ressources supplémentaires au niveau de l'État assez récemment. Un déficit public ramené à 3%, qui est également l'un des deux critères de Maastricht, et un taux d'inflation. Alors on l'a fixé à 2% pour l'instant. Les précisions, on n'a pas suffisamment de précisions pour affiner. On l'a estimé à 2% par rapport à ce qu'on a pu trouver au niveau des données prévisionnelles pour 2013. Pour 2012, les hypothèses varient entre 2,3 et 2,5%, mais on en saura plus prochainement. Alors, au niveau donc, de nos dotations, les concours financiers de l'État, donc l'État a annoncé un maintien de l'enveloppe des dotations. Donc on verra tout à l'heure qu'on a maintenu au niveau de nos prévisions, de notre budget prévisionnel, un maintien de ces dotations. Alors, vous savez également qu'il y a des problèmes de financement des collectivités publiques. Donc, le gouvernement essaie de trouver des solutions pérennes, et notamment de faire intervenir la Banque postale et également la Caisse des dépôts et consignations pour essayer d'assurer le financement des investissements publics, qui représentent une grosse partie des investissements publics, de l'État. Par rapport à l'État, les investissements des collectivités, pour être plus clair, représentent la majorité des investissements. Il est important de soutenir les investissements des collectivités publiques en leur permettant d'emprunter. Alors, les maires ont été interrogés récemment au cours d'un congrès. Donc on voit qu'ils sont nombreux à estimer qu'ils vont devoir ralentir les investissements. On voit seulement 30% des maires prévoient une augmentation de leur investissement pour l'année 2013. Et pour les villes de plus de 10 000 habitants, ce taux descend à 17%, ce qui est quand même un taux très faible.
Beaucoup envisagent de différer des projets qu'ils avaient à court ou moyen terme, 54% d'entre eux. Et certains notent qu'ils ont des difficultés à maintenir le niveau de qualité des infrastructures et à entretenir notamment le patrimoine. Deuxième problématique soulevée par les maires, c'est que l'autofinancement constitue le principal frein. En dehors de cet aspect, trouver les emprunts nécessaires, l'autofinancement, 49% des maires estiment que les difficultés d'autofinancement constituent l'un des freins le plus important. Le frein le plus important. Donc c'est un sondage réalisé par la TNS Sopras. Au niveau du contexte économique local, maintenant, parlons dans un premier temps des investissements prévisionnels de la communauté de communes pour les années 2013 à 2015, donc qui seront étalés sur ces années. Vous avez l'extension des zones d'activité économique, à savoir la zone d'activité économique du Véro à Longel, celle du Pied-de-Terre à Saint-Martin-Tréviot, celle de Moulin-Bertin, l'installation du très haut débit principalement dans les zones économiques, qui est un élément essentiel et concurrentiel pour les entreprises, la création d'un nouvel office de tourisme, l'extension de l'espace détente et l'aménagement d'accueil de la piscine communautaire, la création d'ateliers communautaires, la création de la zone d'activité économique du Champ-Doré et dans cette zone économique, la création des accélérés. Voilà pour le contexte local au niveau de la communauté de communes. Donc on en arrive donc avec tous ces éléments à nos orientations budgétaires pour l'année 2013. Donc, commençons par la fiscalité. Alors, on a retenu une hypothèse de 2% pour l'élargissement des bases et l'augmentation des valeurs locatives. Donc les 2% représentent à la fois le taux d'augmentation qui n'est pas encore défini au niveau des valeurs locatives et aussi l'élargissement des bases physiques suite aux nouvelles constructions par exemple. Donc 2% globalement. Quant au taux, ils ne changeront pas, donc on l'avait signalé déjà plusieurs fois, qui resteront équivalents pour l'année 2013. Voilà pour la fiscalité. Donc bien sûr, de ces éléments découle le montant que l'on a dans les tableaux suivants. Alors vous avez vu également dernièrement pas mal de questionnements sur les évolutions de la taxe foncière, où on s'étonnait des augmentations. Alors il était intéressant de faire une petite analyse et de voir d'où venaient ces augmentations. Donc on parlait notamment d'une augmentation moyenne depuis 2008 d'un peu plus de 13%. Donc quand on regarde l'évolution de la valeur locative, s'est élevé donc à 9,43%. C'est un pourcentage qui affronte un pourcentage exponentiel de l'augmentation sur l'augmentation de 9,43%. Et le taux d'inflation, lui, a augmenté de 9,09%. L'inflation, a augmenté de 9,09%, ce qui est sensiblement égal à la valeur locative. Le reste, c'est simplement dû à l'augmentation des taux. Vous avez eu en 2010 un regroupement des taux au niveau du département et de la région, puisque suite à la réforme de la taxe professionnelle, la région ne percevait plus ce qu'elle percevait autrefois de la taxe professionnelle. Donc c'est le département qui perdait une partie de ces taxes par ailleurs et qui recevait ce que percevait la région. Donc globalement, vous avez une variation qui explique l'augmentation des taux pour le différentiel, donc de 9,43 à un peu plus de 13%. Alors, pour être tout à fait juste, pour comparer le 14,35 en 2011 avec le 9,38 plus 2,66, il faut faire attention parce que ces taux sont multipliés également par une base. Donc, en fait, le taux de 14,35%, il faut le comparer à un taux qui est proche de 13,3 pour voir la véritable augmentation. On ne va pas expliquer les détails là-dessus. La différentielle est moindre malgré tout, pour présenter correctement les chiffres.
Voilà pour cette évolution de la classe foncière. Alors, pour les compensations, donc on l'a souligné tout à l'heure, nous maintenons les dotations au même niveau que l'année 2012, hein, donc à 3 818 000 euros. Les chiffres sont inscrits en milliers d'euros. Les tarifs municipaux, on a vu la délibération, ils seront revalorisés à hauteur de 2%, donc le niveau de l'inflation estimée. Donc voici les recettes de fonctionnement, les principales, hein, on ne voit pas évidemment marginalement d'autres recettes comme des produits financiers très marginaux et des produits exceptionnels. Donc vous avez les produits des services qui sont maintenus comme l'année 2012, hein, pour comparer avec le budget prévisionnel 2012. Au niveau des impôts et taxes, on prévoit une croissance liée à l'augmentation des bases physiques de 2%, donc une augmentation à hauteur de la différence que vous avez là, hein, donc vous pouvez calculer. On maintient les dotations et participations, donc les reversements de l'État notamment, et les autres produits de gestion courante à un niveau à peu près identique. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Je voulais préciser, nous sommes bien sûr dans le budget principal. Au niveau de nos charges, donc ça a toujours été un objectif, c'était de maintenir notre autofinancement en évitant un dérapage de nos charges. Donc nous maintenons nos charges au même niveau, à un niveau équivalent, voire légèrement inférieur pour certains postes par rapport à 2012. On notera que les choses financières baissent de 450 000 euros. C'est lié à la structure de notre endettement. On a fait un petit point. Notre taux moyen actuel de nos emprunts tourne autour de, je vais les sortes, 3,3%. C'est le taux. Et donc la faiblesse de notre réseau nous permet d'avoir des charges financières en baisse, puisque c'est lié bien sûr aux annuités de remboursement, qui réduisent un petit peu la dette. Et malgré l'augmentation de l'endettement, on a nos charges financières qui diminuent. C'était important à souligner par rapport au contexte qu'on a dit tout à l'heure. Donc pour l'évolution du stock de la dette, compte tenu du programme d'investissement qu'on vous présentera ensuite, on devrait arriver donc fin 2012 à un endettement d'environ 12 millions d'euros. Donc pour avoir quelque chose de plus parlant, ramenons ces dettes par rapport aux habitants. Et on ne voit pas bien les chiffres ici. Donc, je peux vous les commenter. Donc, vous avez donc une dette estimée par habitant pour 2012, hein, puisqu'on n'est pas encore au 31 décembre, donc de 659 euros, mais on devrait être proche de ce montant de dette, donc 659 euros par habitant, et pour atteindre 790 euros pour 2013. Donc, sur la base d'un nombre d'habitants de 15 188 que vous retrouvez dans le compte administratif. On a reproduit ici la moyenne de la strate pour 2010. Hein, il y a toujours un décalage puisque les données des comptes administratifs 2011 ne seront connues plus tardivement globalement. Donc ici, l'élément qui est retenu, c'est la moyenne de la strate de 2010. Donc vous voyez, 1052 euros. Donc, notre objectif, on rappelle, c'est de ne pas dépasser cette moyenne. Donc, pour contenir notre endettement. Au niveau de l'autofinancement, donc il résulte de toutes les données précédentes. Hein, donc avant reprise de l'excédent de l'année 2012, hein, qui est bien sûr à ce moment de l'année non encore connu avec suffisamment de précision. Hein, donc on maintient cet autofinancement net à 1 270 000 euros contre 1 220 000 euros pour l'année 2012. Là aussi, c'est
un des objectifs, et c'est essentiel pour le financement de notre programme d'investissement. Vous avez ici l'évolution de l'autofinancement net avant reprise des excédents depuis l'année 2008. Vous avez ce pic en 2011 qui, je rappelle, est dû à une baisse du reversement de l'ex-taxe professionnelle de la part de la communauté de communes, qui a été rétablie par la suite, mais la somme de 2011 n'avait pas été récupérée. C'est le seuil, sinon on arrive à augmenter à notre autofinancement. Voilà pour les données. Donc tout ça pour le financement de nos investissements, donc entre l'autofinancement net et le montant de l'endettement supplémentaire, les emprunts nouveaux. Donc l'objectif, c'est pas l'objectif, c'est nous investirons, nous continuerons à investir dans tous les secteurs. Donc pour citer les principaux éléments dans ces secteurs. Donc tout d'abord, commencer par le secteur scolaire. On prévoit un renouvellement informatique dans les écoles, parce que c'est le matériel qui a un peu vieilli, donc il est nécessaire de le changer. Et bien sûr de poursuivre les travaux d'entretien annuels dans ces écoles, de poursuivre au niveau du secteur culture les travaux d'entretien des équipements ainsi que les acquisitions du matériel. Toujours continuer à entretenir notre patrimoine, notamment les travaux dans les églises et les travaux extérieurs au niveau de la salle des OPS, pour éviter que la salle se dégrade. Secteur voirie, sécurité routière, stationnement, circulation. Donc le programme annuel de voirie, va tomber autour de 900 € cette année, et l'aménagement du stationnement en centre-ville. Secteur commerce économie, la réhabilitation et les travaux extérieurs au niveau des halles, projet entrepris pour l'année 2013. La couverture du bâtiment des ateliers relais modulaires, appelé bâtiment ARM 15, qui se trouve dans la zone de Saint-Médard. Au niveau sport, la rénovation, le changement de la piste d'athlétisme du stade municipal, qui est prévu dans le programme de mandat, la sécurisation de la plaine des sports et le changement des sols des cours des tennis dehors. Secteur urbanisme, nos octrois de subventions habituels et les acquisitions prévues, l'achat du bâtiment ex-Peugeot pour éviter des friches en centre-ville, et au niveau de ce qu'on a pu appeler les moyens de service, l'acquisition de véhicules électriques pour changer progressivement nos véhicules, volonté de passer vers les véhicules électriques. Donc le montant global qui sera inscrit au budget prévisionnel sera de 5 500 000 €. Donc on ne faiblit pas au niveau de nos investissements. Les montants détaillés seront précisés au niveau du budget provisionnel. Pour conclure, nous continuons donc cette maîtrise des charges de fonctionnement sans augmenter les taux de fiscalité et afin de maintenir cet autofinancement net pour financer nos investissements, tout en contenant notre endettement, et nous poursuivons les investissements prévus au programme de mandat, voire nous en rajoutons parfois. Voilà pour les principaux éléments des débat d'orientation. Merci, M. Maclard. Des observations, M. Boulas. Une première remarque, M. le maire. Combien de fois avons-nous entendu ici dans cette salle, notamment à la fin des conseils municipaux, sur le désengagement de l'État? Combien de fois vous prononcez ce mot? Mais je m'aperçois que vous avez eu le courage de dire que malgré un contexte difficile,
l'État a maintenu l'enveloppe de ces dotations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, je pense qu'on n'attendait pas de notre part un enthousiasme débordant sur ce budget 2013. Votre budget, à notre sens, est sans surprise, sans nouveauté, sans imagination. Pas pour le cas. Très bien. Une autre observation? Oui. Je remettais mes lunettes, monsieur le maire. Il va falloir bien voir. Ah oui, tout à fait. Je confirme. Je vous laisse ce que vous souriez. Pardon. Bien. Normalement, nous devrions être ici pour parler d'orientation budgétaire. Et si on veut parler d'orientation budgétaire, c'est définir les têtes de chapitre de nos engagements. En matière de fonctionnement, d'investissement, de charges, effectivement, on est obligé d'en définir les détails. Le débat d'orientation budgétaire, normalement, c'est une discussion qui consiste à savoir si la répartition des dépenses en fonction des recettes est, selon les opinions, bonne ou mauvaise. Charge à vous, d'ailleurs, puisque vous êtes aux commandes, de présenter aux Fondaisiens, aux autres conseillers municipaux, votre vision pour 2013. Première remarque, durant les premières années de votre mandat, nous avions demandé une chose évidente pour pouvoir parler d'orientation budgétaire, une répartition, même sommaire, des grands axes budgétaires. Combien pour l'aménagement urbain, combien pour le commerce, combien pour la voirie, combien pour la culture. L'an dernier, vous sembliez avoir enfin écouté et compris, puisqu'on avait eu une simple diapositive tout à fait satisfaisante, reprenant en gros la répartition générale, reprenant en gros vos orientations budgétaires. Je crains que cette année, malheureusement, vous ne soyez retombés dans votre travers. Et je pose une question simple. Comment parler d'orientation budgétaire sans avoir même sommairement une présentation des crédits éventuellement alloués à chaque secteur? On a un chiffre total, mais on n'a aucune idée de la répartition secteur par secteur. Vous pouvez nous dire, on va faire de l'aménagement urbain. Première question, c'est pourquoi pas? Combien voulez-vous y consacrer? Vous voulez acheter des voitures électriques? Pourquoi pas? Combien voulez-vous y consacrer? Il est évident que si vous y consacrez 100 000 euros, pourquoi pas? Si vous nous dites qu'on va acheter pour 2 millions d'euros de véhicules électriques, on ne va pas être d'accord. Comment peut-on discuter alors que nous n'avons pas de chiffres et pas de répartition? On a juste ce soir, j'en suis vraiment désolé, 2 diapositives qui listent sans aucun détail des généralités, sans donner la moindre idée de l'importance donnée à tel ou tel secteur. Travail de prospective, de définition des engagements, travail chiffré, Fondaisiens ne l'ont pas, nous non. On a le circuit diapositive, mais comme je le disais, il n'y a que des mots. À titre d'exemple, vous citez sur vos diapositives, sur le même plan, des investissements comme le programme de voirie, dont on se doute bien qu'on va parler en centaines de millions d'euros, avec la rénovation du sol des cours de tennis. J'espère que la rénovation du sol des cours de tennis n'est pas à la même hauteur que le programme de voirie. J'espère aussi que, sans sourciller, vous ne considérez pas franchement que l'un de vos principaux investissements 2013 est constitué par la réfection de 2 sols de cours de tennis, qui étaient d'ailleurs prévus en 2011. Donc même sur le fond, que retenir de cette piste sont toutes hétéroclites, qui représentent d'ailleurs, en lisant vos propres diapositives, c'est dans la catégorie investissement, mais à plusieurs reprises, vous notez travaux d'entretien. On est bien dans un investissement entretien, dans une gestion que je ne critique pas fondamentalement du patrimoine de la ville ou de certains aménagements de la ville. Je dis simplement que on ne peut pas en décider puisqu'on n'a pas le chiffre. J'ai comparé, bien évidemment, avec les débats d'orientation qui se déroulent dans d'autres villes. Je peux vous assurer qu'on est à un tout autre niveau de discussion avec effectivement des pourcentages et des répartitions. Premier point. Second point, c'est la diapositive de conclusion, où vous redites à nouveau, comme d'habitude, que vous poursuivez les investissements du programme de mandat. Là, ce n'est pas le manque de chiffres que je déplore, c'est une sorte d'utilisation de la méthode Coué, parce
Parce que pour pouvoir dire poursuivre les investissements de votre programme de mandat, faudrait-il encore comparer avec ce qui était prévu, ce qui a pris un retard plus ou moins considérable, et ce qui a totalement disparu. Alors, juste à titre d'exemple, je ne vous parlerai pas du théâtre ou du centre de l'enfance, les deux ont déjà dû quasiment être inaugurés. La restructuration du centre-ville autour de l'ancien cinéma Palace, qui apparaissait en 2013, qui aurait dû commencer même déjà en 2012, totalement disparu. Faut-il citer les 90 000 € annuels du plan de rénovation des chaufferies? Je pense que le retard pris peut être plus conséquent, il n'apparaît même pas dans le côté positif. Où sont passées la salle d'exposition temporaire du musée, la restructuration de la maison bio, 340 €, où sont passées la maison de l'environnement prévue en 2013. Que vos orientations de votre programme de mandat soient bonnes ou non, pertinentes ou non, c'est une autre discussion. Mais, et on pourrait en discuter, on en a discuté, mais écrire nous poursuivons les investissements du programme de mandat, très sincèrement, ça tient maintenant de la méthode. Et puis, dans cette présentation du débat d'orientation budgétaire, j'estime, je suis tout à fait désolé, qu'il y a une très grosse cachotterie. Vous prévoyez effectivement, vous l'avez noté, l'achat des anciens bâtiments Peugeot, boulevard du Chaille, un petit peu discrètement, au milieu d'une diapo, entre l'acquisition des véhicules électriques et la réfection du sol des cours de tennis, comme si d'ailleurs c'était de même nature ou du même ordre. Première remarque, au-delà du fait que, comme pour toute votre présentation, l'opération n'est pas chiffrée, qu'absolument jamais cette éventualité n'a été présentée en commission d'urbanisme, qui serait quand même la moindre des choses, parce que je pense qu'acheter boulevard du Chaille, ça concerne un tout petit peu l'urbanisme. Comment voulez-vous qu'on vous réponde si oui ou non c'est une bonne idée, puisqu'on n'a absolument aucune idée du prix que vous voulez consacrer à cet achat? C'est toute logique comme réflexion. Deuxièmement, vous avez décidé d'acheter. On me dit on veut acheter quelque chose, je me pose une question a priori tout à fait sensée, c'est pourquoi faire? Quand même une question qui est tout à fait fondamentale. On achète pour en faire quoi? Je crois que la logique aurait été de demander une étude pour savoir ce qui était faisable, envisageable dans ce bâtiment, puis, en fonction des résultats de cette étude, décider d'acheter ou de ne pas acheter pour réaliser ou non la meilleure option dégagée par l'étude. Vous achetez pour faire quoi? Officiellement, on ne sait pas. Commission urbanisme, pas un mot. Commission finance, pas un mot. Il faut en fait, c'est quand même un comble pour des conseillers municipaux, alors que ça n'apparaît même pas dans la liste des décisions prises par le maire que vous nous avez présentées en conseil, lire avec attention la presse pour apprendre que vous avez demandé une étude pour le diagnostic et la faisabilité d'un bowling. Vous n'avez pas payé une étude pour savoir ce qui pourrait être fait, vous avez payé une étude, je crois qu'il y a une meilleure idée, vous avez payé une étude uniquement sur la faisabilité d'un bowling. On ne pourrait pas envisager autre chose, avoir l'esprit un petit peu plus ouvert, mettre en place une autre structure qui, elle, pourrait éventuellement créer des emplois. Non, pour vous, c'est bowling. Attendez une seconde. Vous n'avez pas le raison. Non, c'était faisable. Pourtant, vous pouvez nous dire que vous voulez acheter quand même. Vous payez une étude sans attendre que le résultat de cette étude valide ou pas l'idée. Excusez-moi, pour moi, c'est tout sauf logique. Et si cette étude répondait « ce n'est pas faisable », qu'est-ce que vous feriez? On paierait une nouvelle étude pour savoir si on ne peut pas faire autre chose qu'un bowling dans ce local. Malheureusement, donc, le but de cette étude, c'est la faisabilité d'un bowling et c'est tout. Donc, si je résume, vous envisagez donc clairement comme orientation budgétaire majeure, pour l'instant dans une sorte de non-dit total, d'acheter ce bâtiment et d'y construire un bowling. La seule orientation budgétaire qui sort un petit peu quotidien, l'investissement entretien, c'est l'achat de l'ancien bâtiment Peugeot pour en faire mieux. Il y a une contradiction dans la marche d'une ville. Depuis le début de votre mandat, vous nous avez dit que budgétairement, la situation était difficile, que malgré tout, vous réussissiez à faire des économies, que vous êtes conscient et attentif à la souffrance des familles frontésiennes, que vous voulez multiplier les services rendus à la population et que la création d'emplois est fondamentale. Et,
avec nos impôts, avec les économies réalisées, proposer comme seule solution à la souffrance des Fontenaisiens, qui est réelle, l'achat de l'ancien bâtiment Peugeot pour en faire un bout. Le débat d'orientation budgétaire, c'est la réponse 2013 à la crise, pour aider les Fontenaisiens et pour aider la ville. Je crois, franchement, vous êtes en contradiction totale et complète, intégralement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour votre vie. Alors, je vois poindre des sourires, peut-être, mais néanmoins, chers collègues, je vais me permettre quand même de vous demander solennellement de réfléchir de votre âme et conscience et de me dire si véritablement vous pensez que c'est une solution qui apportera de l'aide à la ville ou pas. Si vous êtes dans cette optique-là, si vous pensez véritablement que le rachat de Peugeot et la construction d'un bowling est véritablement nécessaire aujourd'hui, que c'est la bonne réponse, écoutez, vous voterez oui. Si vous pensez comme nous, vous pensez qu'on a véritablement d'autres choses à faire avec notre argent, qu'il existe d'autres solutions, eh bien, ce sera le moment de le dire. Je vous rappelle qu'il en est aussi de votre responsabilité collective, mais aussi de votre responsabilité personnelle. Et pour conclure, monsieur le maire, je vais vous faire une proposition. Oui, tout à fait. Vous avez décidé de payer une étude sur la faisabilité d'un bowling, on en parle. Vous décidez de racheter l'ancien bâtiment Peugeot pour en faire un bowling, on en parle. De toute évidence, on ne vous fera pas changer véritablement d'avis. Imaginons que cette étude soit positive, c'est-à-dire qu'elle dise oui, la construction d'un bowling à cet endroit-là est possible. Nous vous demandons ce soir, très officiellement, d'utiliser l'année 2013 avec cette étude comme un argument pour aller vers les entreprises privées en leur disant voilà, on a une étude qui valide l'installation d'un bowling, est-ce que ça ne vous tenterait pas pour essayer de les convaincre? Parce que si c'est une entreprise privée qui vient construire un bowling, nous on n'est absolument pas contre. On est contre le fait que la ville s'engage dans ce genre de travaux. Dans le cas contraire, si aucun promoteur privé ne se manifeste pendant cette année, nous vous demandons tout aussi officiellement de ne pas vous engager dans cette construction en 2013. Pour la bonne et simple raison qu'à notre avis, vous accrochez un boulet à la ville et que ce n'est pas quelque chose qui est véritablement nécessaire à cette ville. Donc de ne pas vous engager dans la construction d'un bowling en 2013 et de laisser cette question se reposer en 2014. 2014, il y aura une échéance, les gens pourront se reprononcer, les gens pourront redire si effectivement ou pas ce soit une bonne idée ou non. Et il y aura peut-être des candidats qui diront je suis pour la construction d'un bowling municipal, d'autres qui diront je suis contre la construction d'un bowling municipal, et là les Fontenaisiens rechoisiront dans d'autres circonstances. Nous vous demandons donc de prendre une décision, à notre avis, pleine de bon sens, dans les conditions actuelles. Renoncer à engager la ville dans ce projet de bowling, envisager sérieusement d'utiliser d'une autre manière ce local que vous voulez acheter, aux Fontenaisiens de dire ultérieurement si l'idée de faire un bowling municipal est une bonne réponse à la situation actuelle dans le débat de 2014. Monsieur Brousson, vous voulez évoquer quelque chose? Oui, moi je déplore deux choses. D'une part, notre mépris par rapport aux investissements qu'on envisage de faire sur le pont tennis. Vous semblez traiter ça un petit peu par mépris. Et deuxièmement, ce que je déplore, c'est notre méconnaissance totale de ce qui se passe là. Parce que ce n'est pas deux cours, d'abord c'est 4. Et c'est pour des raisons de sécurité, à la mesure où les joueurs ne sont pas effectivement en sécurité, compte tenu des, je dirais, du handicap qui est né de l'ancienne occupation qui était l'usine et qui fait que le sol est complètement déformé. Donc ça fait partie des choses importantes. Le budget sur ce poste-là n'est pas négligeable. Il ne doit certainement pas être traité, je dirais, avec comme d'un revers de la main. C'est tout ce que je voulais dire. Le revers. Oui, merci.
pas lifté. Il n'est pas lifté. Monsieur Macor, je suis sûr que vous avez des choses à dire. Je voudrais d'abord dire que vous mélangez à nouveau le débat d'orientation budgétaire et le budget prévisionnel. Parce que le graphique, je pense que vous avez bonne mémoire en la matière, le graphique au niveau des investissements, l'année dernière, on l'a également présenté au niveau du budget prévisionnel. Donc, on est toujours... Alors, pourquoi, effectivement, on propose ce graphique au niveau du budget prévisionnel? Parce que les sommes sont arrêtées exactement à ce niveau-là. Je rappelle qu'on est le 25 octobre. Vous essaierez de trouver une ville qui fait son débat d'orientation budgétaire à cette époque et qui arrive à voter son budget en décembre avant de lancer très tôt les investissements. Vous me ferez signe quand vous en aurez trouvé. Donc voilà ce que je voulais, dans un premier temps, signaler. J'ai remarqué que la seule proposition que vous faisiez, c'était ne rien faire et attendre. Là aussi, c'est assez symptomatique. Voilà, donc c'est à peu près là-dessus. Et c'est dommage qu'on balaye d'un revers de la main tout ce qui a pu être dit par ailleurs. C'est tout ce que je voulais signer. Oui, je partage. C'est un soir en fait. Alors, je vais revenir très rapidement parce qu'en fait, vous dites les mêmes choses. Alors moi, je me souviens, au début du mandat, vous nous disiez qu'il fallait investir. Ça, c'était en 2009. Investir. On a vu ce que ça donne, notamment pour un certain nombre de collectivités, en termes de gestion et de dette. Et heureusement qu'on ne vous a pas écouté. L'année suivante, vous nous avez fait tout un grand discours sur les taux variables et les taux fixes. Heureusement, on ne vous a pas écouté. Parce qu'on aurait perdu beaucoup d'argent à cause de vous. Cette année, vous nous dites, faites rien, attendez 2014. Et c'est ce que vous avez dit, faites rien, attendez 2014. Et on va pas vous écouter une nouvelle fois. Et on aura raison, parce que pendant ce temps-là, entre 2009 et 2013, vous imaginez le yo-yo que vous êtes en train de nous faire, il faut investir, il ne faut pas investir, il faut choisir. Eh bien nous, on fait un choix, on investit dans un programme de mandat sur une ligne qu'on a définie, qui a été votée aussi par les fonds plaisirs, je le rappelle. Et point des besoins de faire un référendum ou d'attendre 2014, je sais qu'autour de cette table, il y a 4 représentants de liste, et que dans les 4, sur les 4 listes, il y en avait au moins 3 qui étaient pour un bowling. Au moins 3, y compris M. Coulas et Mme Monard. Donc, il y a une très grande majorité de Fontaissiens qui se sont prononcés pour cet investissement. Dont acte, et j'en prends acte. Alors après, vous êtes un peu mélangé des plein de choses sur études, pas études, et tout, achat, pas achat. Les choses sont très claires. Il y a une étude qui est lancée, justement, en système de bonne gestion. À savoir qu'avant de dire qu'on va acheter, parce que je vous confirme, on n'a pas acheté, pour l'instant, on n'est pas là, bien évidemment. Donc, faites pas peur, je ne veux pas avec les... Non, on est quand même des gens sérieux. On fait l'étude, on regarde si potentiellement, dans ce secteur, à côté d'un équipement qui s'est fait dans l'ancien Fiat, une reconversion, eh bien on se dit, est-ce que cette friche industrielle nouvelle, on ne pourrait pas, à travers un investissement productif, on ne pourrait pas faire quelque chose dans ce système-là qui pourrait être le boulot. Je confirme aussi, mais vous avez l'art parfois de revenir sur un certain nombre de choses. S'il y a un investisseur privé, eh bien tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, je vous toujours dit qu'on prendrait nos responsabilités. Donc, cohérence, mais toujours dit la même chose. Je voudrais en même temps, M. Lallaire n'a rien dit, lui répondre. Mais surtout, le conseil municipal, c'est fait pour répondre. REF. Réunir et entreprendre à Fontenay. Réussir et entreprendre à Fontenay. Réunir, oui. Moi j'aurais préféré réussir, c'était beaucoup mieux. Mais
J'ai lu avec beaucoup d'attention votre article de l'autre jour sur le bowling. Moi, j'ai le sentiment que quand vous écrivez ce que vous avez écrit, monsieur Lallaire, c'est faut jamais rien faire à Fontenay. C'est une vieille antienne de la droite fontenaisienne, on ne fait rien. C'est votre débat d'orientation budgétaire, là. Excusez-moi, monsieur Muller, jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai pas interrompu. Il y a la décence, la courtoisie et le respect. Et le respect. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un sur quelque chose que vous avez lu dans un débat d'orientation budgétaire. Monsieur Muller, il appartiendra à monsieur Lallaire s'il veut répondre, de répondre. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire au conseil municipal, je n'ai pas besoin de demander la permission. Et j'ai eu la courtoisie de vous écouter sans vous interrompre, et il y a au moins cette courtoisie républicaine. Au moins cette courtoisie républicaine qui parfois fait beaucoup défaut dans vos propos. Donc je continue. Et vous avez l'art de vouloir faire toujours des incidents de séance. C'est un peu dommage. Je veux dire, monsieur Lallaire, que ce que je trouve dommage, c'est que de prendre exemple, ici ou là, de dire qu'il y en a d'autres qui se sont fait ailleurs, et dire qu'il ne faut pas en faire à Fontenay. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des investissements qui se fassent dans nos pays. Et que c'est par là qu'il faut voir les choses. Ça me paraît important. Plutôt que de dire « Ah, les autres fonds, on ne fait pas chez nous ». Ben si, justement, on se bat. On travaille, on essaye de le faire. Et voilà pourquoi on veut faire ce type d'investissement. Et puis, sur l'ancien Peugeot, il s'agit d'essayer de recomposer une partie de la ville. Et de continuer ce qui a été fait avec Fit and Form. C'est dans cette logique-là. Et que si on peut le faire, on le fera. Et il y a une étude qui est faite pour ça. Donc en notre âme et conscience, dans notre responsabilité, je n'ai pas tout compris, la responsabilité personnelle, la responsabilité collective, quel type de responsabilité, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons agi en élu responsable sur un certain nombre de domaines. Et je voudrais y revenir juste faire une petite incise sur ce qu'a dit M. Poulas. J'allais dire les mêmes mots que l'année dernière. Bon, bah, les mêmes commentaires que l'année dernière, sans plus. Et je trouve un peu dommage de limiter le débat d'orientation budgétaire. Qu'est-ce que c'est? Où en sont nos finances? Où est-ce qu'on va? Et pourquoi on fait comme ça? Je crois que ce sont les questions essentielles. Vous avez reconnu, on est dans un contexte contraint. Extrêmement contraint. Je crois que la situation est suffisamment compliquée comme ça pour ne pas avoir besoin de le rappeler. Ce que nous voulons faire, ce que nous avons jusqu'à maintenant essayé de faire, c'est aussi résumé dans la dernière diapositive. Je maintiens haut et fort que nous avons une maîtrise des charges de fonctionnement, même supérieure à 10%, en équivalence inflation, il faut tout regarder. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important, ce n'est pas les 8,3, ce n'est pas les 10. Ce qui est important, c'est de voir ce que nous avons fait. Qu'aucune collectivité, quasiment de notre importance, a été en capacité de faire, c'est de travailler sur les charges de fonctionnement. Et ça, M. Poulas, en 2010-2011, l'avait reconnu, il avait même dit bravo, il avait dit que c'était quelque chose d'assez exemplaire. Je l'en remercie. Nos maîtrises des charges de fonctionnement, ça a été fait pourquoi? D'abord, pour ne pas aller courir l'aventure ici ou là. Parce qu'on avait conscience d'un contexte, celui de 2008, celui de la crise de 2008. Et ce contexte, c'était, on savait que ça allait être difficile, qu'à partir de ce moment-là, il fallait d'ores et déjà prendre un certain nombre de résolutions, et qu'on savait très bien que les dotations n'allaient pas augmenter, on savait très bien qu'on ne pouvait pas augmenter les impôts, on savait très bien que les taux d'intérêt, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes, et qu'il fallait d'abord se centrer sur nous-mêmes, en fait, se prendre par la main et faire en sorte, justement, qu'on puisse dégager des marges de manœuvre à l'intérieur de notre propre budget. Et moi, quand je vois
Est-ce qu'on peut me remettre la clause de l'autofinancement net? Voilà. On peut remonter un peu? Oui. Regardez, ce travail, 717 000 d'autofinancement net en 2008, pour arriver à 1 270 000 en 2013. Ces 500 000 là, ils sont fondamentaux. C'est ce qui nous permet de maintenir l'investissement à la hauteur et de faire un peu plus d'investissement que ce qui sera prévu, ce qui était prévu au début du programme de mandat. Je veux aussi qu'on me remette la question de la dette, si c'était possible. Très rapidement. L'évolution de la dette. Avec, vous l'avez dit, M. Macron l'a rappelé, une baisse sensible des investissements dans beaucoup de collectivités. Nous, on maintient, parce qu'on avait fait ce programme de mandat. Le programme de mandat, il y avait cette utilité, c'était de fixer un cadre pour nos recettes et nos dépenses. Et grâce à ce cadre-là, eh bien, on sait où on va. Et on a aussi quelque chose d'extraordinairement important pour moi. C'est qu'on trouvera une situation en 2014 qui permettra aussi au mandat suivant d'investir et de ne pas renvoyer aux autres, certainement pas, la charge de faire ou de prendre des décisions extrêmement difficiles et compliquées. Ce n'est pas la fuite en avant qui est faite ici, c'est la responsabilité. C'est le budget de gestion de responsabilité. Voilà ce qui est fait et ce que nous essayons de faire en maintenant le charge de fonctionnement, en les maîtrisant et nous permettant d'augmenter l'autofinancement. Je voudrais aussi rappeler, est-ce qu'on peut mettre les taux sur la taxe foncière? Regardez la taxe foncière, parce que j'ai vu un certain nombre de choses. La seule collectivité qui a augmenté ses taux, c'est le Conseil général. Regardez les nôtres. Alors la région, c'est plus synonyme, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la taxe foncière. Et que nous, ici, on a pris le choix, on a fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale, justement, pour ne pas, et c'est notre préoccupation, augmenter la précarité dans notre ville, et ça nous permet, à travers les économies dans le fonctionnement, d'aller et de faire des investissements. Alors sur ces investissements, vous dites un certain nombre de choses, c'est le budget qui réglera toutes ces questions et ces enveloppes. Le budget, c'est véritablement ce moment-là où, effectivement, il y a les sommes qui sont déterminées. Mais je vous le dirai quand même, et je vous rappellerai, qu'il y a un programme de mandat, qu'il y a un certain nombre de sommes qui ont été mises dans ce programme de mandat, et que donc c'est à partir de là qu'il faut regarder les choses. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on a donné un cadre, et il n'est peut-être pas nécessaire de rappeler systématiquement les choses, quand même. Donc à partir de là, on a défini, à travers ce programme de mandat, les sommes, ou tout au moins le niveau d'investissement qu'on voulait faire, et on s'y tient. Et donc, globalement, il n'y a pas de cachotterie par rapport à ce que vous dites. Moi, je crois qu'on est très clair, très ouvert, et qu'il n'y a aucune cachotterie sur l'immeuble Peugeot ou ainsi de suite. Je crois que c'est particulièrement clair. Donc, à partir de là, je ne comprends pas trop vos remarques là-dessus. Bref. Des finances de la ville qui sont saines, une capacité d'investir 5,5 millions qu'on a mis, mais peut-être que je souhaite aller un peu plus loin éventuellement, et je voudrais vérifier cette hypothèse, monter jusqu'à 6 millions, des taux d'imposition qui n'augmenteront pas, la réalisation du programme de mandat, une capacité d'investir dans le futur, une augmentation de l'autofinancement, une maîtrise de la dette. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui sont dans notre cas. Il faut avoir lu beaucoup de débats d'orientation budgétaire. Les informations qui vous
sont donnés ici. Je connais quelques communes ici ou là, et pas loin de chez nous, qui en donnent beaucoup moins aux élus au sein du conseil municipal. Donc je remercie à la fois les services de Jean-Paul Macor pour le travail qui est fait, pour le fait aussi que un débat d'orientation budgétaire au mois d'octobre, c'est très bien. Un vote du budget avant la fin de l'année, ça sera très bien, pour que ce soit aussi une année de réalisation et non une année de pause ou de frein, comme vous souhaitiez le faire. Nous, on continue sur notre ligne et on veut progresser et faire en sorte que les investissements soient pour les Fontaisiens dans l'ensemble. Voilà, sur le débat d'orientation budgétaire, mes chers collègues, les réponses qu'on peut apporter aux uns et aux autres.